Si jamais on se sépare dans 1 an avec Rose, j'aurais investi beaucoup de choses dans cette relation, comme dans toute relation. Et c'est comme si j'étais devenu papa, puis que j'avais perdu ce statut. Enfin, et je trouve que, là encore une fois, dans ma vie, ça serait une leçon d'humilité. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Antoine. Salut Antoine. Salut Fab. Antoine, tu m'as dit que tu m'as envoyé un message pour me dire que tu étais un beau papa fringant. Ouais. Je t'avoue que tu m'as eu sur beau papa fringant. Je me suis dit, ok, il fallait que je trouve l'adjectif. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ouais. Antoine, t'as 28 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et effectivement, tu voulais venir me parler de ta situation puisque t'es beau papa depuis quelques mois maintenant, c'est ça? Ça fait 9 mois. 9 mois. D'une petite fille de 4 ans qui a 4 ans aujourd'hui. Parce que t'as eu la fantastique idée de tomber amoureux de sa maman. Voilà, exactement. Qui s'appelle Isabelle, c'est ça? Non, qui s'appelle Rose. Mais qui s'appelle Isabelle? Non, elle s'appelle Elisabeth. Elisabeth, c'est la fille. Ouais. Oh là là. Donc ouais, t'es tombé amoureux de Rose, ouais. de la maman d'Elisabeth. Exactement. Et en fait, j'ai l'impression que t'as des choses à raconter sur ta place. Ouais. Par rapport à tout ça. Je tiens à dire que j'ai effectivement déjà interviewé des beaux-pères dans Histoire de Daron. Je remettrai les liens dans les notes, comme ça vous pourrez aller écouter les histoires précédentes. Mais c'est vrai que c'est pas forcément ta situation, parce que là t'es vraiment au tout début de la relation, toi. Oui, c'est ça, je suis au début de la relation, donc j'ai écouté ces podcasts-là de beaux-pères. Et il y a plusieurs trucs... déjà, ça m'a fait du bien d'entendre ça, d'entendre un peu des témoignages... sur cette situation, puisque je m'y retrouvais dans plusieurs choses, mais il y a des choses sur lesquelles je m'y retrouvais pas, où je sentais que j'avais une situation différente, et je me disais peut-être que y a d'autres gens qui sont un peu dans ma situation, et ça fait du bien un petit peu. On peut se sentir seul dans ce genre de situation. Donc ça fait du bien d'un petit peu de raconter. Voilà. C'est à ça que servent les podcasts. C'est ça. Les podcasts. Vraiment, le mec est incapable. Allez sur ma chaîne YouTube. N'importe quoi. Et donc Isabelle. Ça va être long. Bon. Donc ouais, comment t'as fait pour rencontrer Rose, donc? Eh ben, on s'est rencontrés sur une appli qui s'appelle Tinder. Classique, mais efficace. Voilà. Bravo d'avoir réussi à trouver l'amour sur Tinder. On était tous les deux à peu près sur le point d'abandonner, en fait. Okay. Enfin, moi, j'avoue que je l'avais, elle était encore installée, j'avais encore les notifications, mais j'étais plus dessus. Enfin, ça faisait 1 ou 2 semaines où je me disais non mais c'est vraiment, tu te rends compte que ça va pas, tu vas pas rencontrer quelqu'un avec qui ça va vraiment le faire dessus ou quoi. C'est souvent le bon moment. Oui. Quand t'es au bout, tu vois, t'es un peu plus quoi. Et c'est ça, et elle c'était pareil, et on s'est parlé pour la première fois fin août. En fait ça allait assez vite parce qu'on s'est parlé fin août, et puis après on a beaucoup parlé, on s'est posé plein de questions, c'est vraiment un peu découvert par message, et en fait je dirais un petit peu plus d'1 semaine après, on s'est vu pour la première fois, et on a commencé notre histoire, quoi. Et donc on s'est rencontrés comme ça, et sa fille, je l'ai rencontrée... Alors attends, tu vas trop vite. Hein. Oh, pardon. J'allais te dire, à quel moment Rose vient te dire, ok, en fait, moi j'ai une fille, quoi. Est-ce qu'elle l'a mis dans son profil? Oui, c'était dit. C'était dit dans son profil, donc je le savais, quoi. Et ça m'a pas fait peur ou quoi. J'étais juste, j'étais curieux, et je me disais, moi c'est pas un truc qui me bloque ou quoi. C'est. Ok. Voilà, c'est... Parce que tu t'es déjà dit, en fait, que toi, dans ta vie, tu voudrais devenir papa un jour, c'est ça? C'est un truc qui fait partie de tes plans, entre guillemets? Oui, je pense que... En fait, oui.
à la fois je me disais mais je sais pas quand est-ce que ça va arriver et c'était pas encore arrivé à ce moment-là. C'est aussi ça qui fait C'est toujours une bonne idée de trouver, tu vois, une maman, une partenaire avant de faire un enfant. C'est un peu plus pratique. Mais du coup, là, ça a été un peu plus soudain que prévu, quoi. Et je pense que c'est une des différences, justement, par rapport aux autres podcasts avec des beaux papas qui, eux, sont un peu plus âgés aussi. Ils avaient, je sais plus combien c'était, mais c'était 32, 35. Plutôt autour de la trentaine. Voilà. Et ils avaient l'intention d'avoir un enfant, ou en tout cas, oui, ils se sentaient à peu près prêts, quoi. Moi, c'était pas forcément encore le cas. J'étais en pleine reconstruction après une relation un peu longue de 4 ans. C'était pas du tout dans mes projets à ce moment-là, mais c'est pas pour autant quelque chose qui me bloquait. Ok. Donc voilà. Ok. Donc tu t'es retrouvé. En fait, est-ce qu'il y a une discussion entre vous à propos de cet enfant qui arrive rapidement? Enfin, je sais pas. Comment t'abordes le truc, toi? Je lui ai dit bon, apparemment, t'as une fille, tout ça, et puis on en a parlé un peu naturellement, quoi. Et puis je lui ai demandé comment elle s'appelait. Elle m'a parlé un petit peu d'elle. Elle m'a dit qu'elle était très fière d'elle puisque là, elle faisait sa rentrée. C'était assez touchant, quoi. Et du coup, voilà, j'étais intrigué. Et après, on en a parlé assez vite quand on s'est rencontrés, tout ça. Enfin, le premier soir on s'est vu, en fait, elle a quand même mis pas mal de choses au clair très vite, qu'on avait déjà mis au clair par message, mais en vrai c'est plus, puisqu'elle voulait pas se retrouver dans une situation où moi j'avais pas conscience de ce qui se passait et voilà, quoi, histoire de pas la blesser, de pas blesser qui que ce soit. Et c'est quoi les trucs qu'elle a mis au clair? Qu'elle avait une fille, qu'elle recherchait quelque chose de sérieux, un petit peu, je pense qu'elle voulait un petit peu me faire sentir que elle avait besoin de quelqu'un de mature. Enfin, je sais pas si c'est le terme mature ou quoi, mais c'est un peu dans cette idée-là, quoi. Quelqu'un qui sait un petit peu ce qu'il veut sur ces choses-là et qui se lance pas en mettant des œillères, quoi. Enfin, en ayant un peu conscience de ce qui se passe. Donc on en a parlé quand même assez vite. Et puis après, quand on a commencé vraiment à se voir, on a parlé de sa fille et du coup, elle me disait, voilà, tu vas probablement la rencontrer. Au début, tu seras un ami. Ok. Et c'était bien mieux comme ça, quoi. Oui. Mais alors, c'est assez ouf parce que moi, je me dis, ok, la meuf, elle a donc 29 ans, c'est ça, elle a un an de plus que toi. C'est ça. Elle a donc une môme de 3 ans. Ouais. Et en fait, elle se dit, ok, il y a ce gars-là qui me plaît, qui a 28 piges, qui a pas d'enfant, etc. Et en fait, moi, c'est hyper cool, je trouve, de te dire, moi, je veux trouver quelqu'un de mature. Toi, comment tu vis le truc de te dire, ok, donc en fait, cette fille me plaît, dans l'autre sens, mais à côté de ça, il va y avoir un bonus dans le package, quoi. Tu vois, en fait, moi, j'ai l'impression d'être très très optimiste quand je rentre dans des. Je pense que j'ai une nature optimiste. Je dis pas que je suis optimiste tout le temps, hein, voilà, mais quand je vis une nouvelle expérience ou que je rencontre des gens ou qu'on me propose de faire des choses, je suis très optimiste et je suis très vite motivé, en fait. J'ai l'impression. Ok. C'est vraiment, j'ai très peu la peur, en fait. Par exemple, même aujourd'hui dans notre relation, je ressens je ressens pas vraiment de la peur, mais plus enfin, je suis motivé et je trouve plus le mot, mais plutôt de l'entrain, c'est ça, ouais, ou de l'enthousiasme. Ça. Vraiment, voilà, c'est ça, de l'enthousiasme, voilà. D'accord. Je suis enthousiaste, quoi. Donc. Tu vois ça comme une nouvelle expérience ou comme okay. Oui, c'est ça. Donc. Pour moi, c'était plutôt ça, et je me disais pas ça en mode une expérience dans ma vie, puisque forcément là, on s'engage dans quelque chose qui, voilà, c'est du long terme, ça impacte toute ta vie énormément. Ouais. Mais pour autant, moi, j'étais curieux et ça me bloquait pas, et je me disais, je pense que quelque part aussi, j'avais envie d'avoir un peu cette place, quoi. Enfin, je me disais, oui, c'est une place qui peut me convenir. Après, c'est aussi quelque chose qui m'a fait me poser beaucoup de questions quant au fait de se dire pourquoi vraiment est-ce que je suis avec elle, est-ce que j'essaie de rentrer dans un rôle, surtout pas rentrer dans le rôle du sauveteur ou quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose,
je me disais fais attention à ça quoi. Mais je pense que c'est plus simple que ça dans ma tête. C'est plus voilà, on va voir comment ça se passe et puis. Et pourquoi tu voulais pas rentrer dans le rôle du sauveur? Parce que Rose, elle avait des. Elle voulait surtout pas quelqu'un. Ça, c'est un des trucs qu'elle a mis au point aussi. Ouais. C'est je veux pas de quelqu'un qui arrive en mode sauveur. Okay. Où elle m'a dit je recherche pas quelqu'un à tout prix quoi. Ok. C'est moi j'essaie de rencontrer quelqu'un comme beaucoup de personnes et j'ai envie de construire quelque chose avec un homme et c'est pas autre chose quoi. C'est Okay. vraiment juste voilà quoi, c'est pas pour combler quelque chose. D'accord. A priori. Et du coup moi j'avais pas envie non plus de prendre de prendre ce rôle de sauveteur et de lui imposer ça quelque part ou de me rendre compte plus tard que puisque par rapport à ma relation d'avant, Ouais. j'avais pris un peu un rôle qui au bout d'un moment s'est révélé être un peu toxique. En tout cas, moi je me suis rendu compte que ça pouvait pas durer, que les choses évoluaient pas comme je l'imaginais, tout ça. Et je me suis rendu compte que je pouvais tomber dans des biais un peu comme ça. Tu veux dire que t'allais plutôt chercher des filles qui avaient des problèmes ou en tout cas qui cherchaient aussi quelqu'un sur qui s'appuyer et que toi t'étais... En fait, j'étais... en l'occurrence en fait, ma première copine, pas du tout. Ok. Moi, j'ai pas eu 36 000 copines. Ouais. J'ai eu 3 copines en tout, en comptant Rose. Et 2 relations longues, du coup, avant. Une de 3 ans, une de 4 ans. La première, c'était pas du tout ça. Elle était pas du tout dans le besoin de combler quelque chose ou quoi. Ma deuxième copine, ça s'est révélé être un peu ça. Enfin, il y a des histoires c'est un peu plus compliqué à ce sujet-là. Je pense pas que c'est pour ça que je me suis mis avec elle. Et du coup, je voulais pas retomber là-dedans puisque, en fait, c'est ni bon ni pour moi, ni pour la personne avec qui je suis. Et même si c'est bien enfin, moi, j'avais l'impression que je pouvais porter ce rôle et qu'après, ça allait s'arranger de différentes manières, ce qui n'a pas forcément été le cas pour diverses raisons. Et je me suis dit, en fait, je peux plus supporter ce rôle. Et du coup, je l'avais pris beaucoup trop fort, quoi. En fait, j'avais un rôle dans la relation qui était trop large. J'avais l'impression, j'étais son petit copain, mais j'étais aussi la personne qu'elle voyait le plus. Enfin, bref, c'est son ami. Voilà, c'est ça. C'est ça. J'englobais beaucoup de. Ouais, disons que j'avais plusieurs casquettes, quoi. Okay. Et je jonglais avec toutes les casquettes et je m'en suis rendu compte après. Et je me suis dit en fait, il faut pas que je rentre dans un truc comme ça, ou en tout cas, faut pas que je reste dans un truc comme ça. Donc quand tu rencontres Rose, elle te dit qu'elle est maman. Le papa d'Elisabeth, il est dans le coin. En gros, il est pas présent dans sa vie. En fait, elle sait qui c'est. Ils sont en bon terme avec sa maman, mais bon, ils se parlent que par rapport à Elisabeth, a priori. Ouais. Et grosso modo, lui ne voulait pas avoir un enfant. Ça faisait pas longtemps qu'ils étaient ensemble avec Rose. Et Rose voulait garder l'enfant. Donc ils se sont séparés à ce moment-là. Ok. Et du coup, pour l'équilibre d'Elisabeth, Rose voulait qu'elle sache qui est son père biologique. Donc elle sait qui est son père, elle l'a déjà rencontré 2 ou 3 fois. Ok. La dernière fois, c'était assez récemment, donc à 3 ans et demi, ou quelque chose comme ça. Oui, donc elle est encore pipou, quoi, tu vois, oui. Elle est tout bébé, quoi. Oui. Donc voilà, il a pas de rôle dans sa vie autre que cette figure qui n'est pas présente, mais elle sait qui c'est, elle l'a déjà rencontré, elle lui a déjà parlé. Voilà. Et ça, c'est pour ça aussi qu'il y avait une différence par rapport aux autres histoires de beaux darons que j'entendais, c'est que moi, la place de père est vacante, en fait. C'est que là, t'as une maman célibataire, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment maman célibataire avec tout ce qu'il y a derrière, quoi. C'est Ta maman solo. C'est plutôt ça le vrai truc. Oui, c'est ça. C'est maman solo. Voilà. Elle a élevé sa fille vraiment seule pendant plus de 3 ans. Et voilà, ça les a énormément soudés. Donc moi, j'arrive dans quelque chose où c'est déjà une petite famille extrêmement soudée. Et moi, faut que j'essaie de trouver un peu ma place par rapport à ça, sans forcer.
Et ouais, ça a été toute une aventure, ça. Vous rencontrez avec Rose, vous vous mettez assez rapidement en couple, enfin vous vous dites assez rapidement, ok, on a envie d'être ensemble, c'est ça? Ouais, bah en fait, on s'était tous les deux dit, déjà par message et tout, en fait c'était clair dès le début, quand on a commencé à se parler, que c'était un peu ce qu'on cherchait. Ok. Et c'est allé très vite, et... Trop vite, pour toi? Alors, bonne question. Ok. Je pense pas, puisque pour moi, c'est quand on s'est rencontrés, tout ça, c'est un peu, je sais pas, j'ai une vision un peu féerique de tout ça, je sais pas, c'est un peu dans des nuages, tout ça, enfin je sais pas. Mais donc moi, je suis content que ça soit allé vite, mais à la fois pour elle, c'était peut-être un peu rapide. Notamment puisque donc on a eu un peu des difficultés au début de la relation puisque je suis pas le même type de mec qu'elle voyait auparavant. Ok. Ça veut dire quoi? Je sais pas si cette phrase est française, mais non, je crois que c'est assez compréhensible. Ouais. C'est quoi le type de mec qu'elle voyait? Ou c'est quoi ton type de mec? Ouais. Difficile de répondre à. Mais en gros, le type de mec qu'elle voyait avant, c'est des mecs. Je vais essayer un peu de caricaturer, hein, mais charismatique, avec pas mal d'ego, sur deux. Ouais, vraiment ce côté charismatique et magnétique, quoi. Ouais. Et qui montrent pas beaucoup leur sensibilité, peut-être. Ouais, pas forcément. Ouais, je suis pas allé demander le détail pour tout, mais oui, c'est peut-être un peu ce. Encore une fois, je veux pas généraliser, mais c'est un petit peu plus dans ce type de. Et puis ils sont impressionnants en fait. Dans leur milieu, c'est des gens qui en imposent. Ils sont reconnus pour ce qu'ils font. Pour faire court, en gros, il y en a un avec qui elle a été pendant un certain temps. C'est un photographe et un directeur de photographie, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc sur tes films, tout ça, qui est reconnu dans ce qu'il fait, tout ça. Qui est un peu un tombeur à ce que j'ai compris. Et le père d'Elisabeth, c'est un CRS, donc quelqu'un qui est dans la protection, qui parle bien. Enfin, il y a voilà quoi, y a un peu tous ces attributs-là. Okay. Et moi, je suis pas trop comme ça. Je suis plus dans, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'un des trucs centraux dans ma vie, j'ai l'impression un des trucs qui dirigent ma vie, c'est l'humilité. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui me rappellent à ça. Et j'ai l'impression que c'est une des choses qui me définit en fait. Okay. Et que moi, une de mes missions, c'est d'être dans cette humilité et de trouver un peu ses limites et qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi et de faire évoluer tout ce concept-là. Hors micro, pour expliquer un petit peu aux gens, tu m'as raconté que tu étais comptable et que tu aimais bien être au service des gens. Oui. Donc tu vois, ça donne aussi, je trouve, ça explique bien un peu ta position, quoi. C'est très cool. Oui, c'est sûr. Mais ça, je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à ça. C'est vrai que mes choix de vie, en fait, beaucoup, ça va être dans l'humilité ou parfois même, je me rends compte que je me suis beaucoup mis en retrait ou des choses comme ça, où je me suis empêché de rentrer dans certaines choses ou de vivre certaines choses par peur de prendre de la place ou par peur tout simplement. Okay. C'est aussi que j'ai eu une période dans ma vie un peu compliquée vers la fin du lycée où grosso modo j'ai perdu toute ma confiance en moi. Ouais. J'en suis sorti en gros quand j'ai commencé mes études supérieures, j'avais du mal je stressais tout le temps et quand je parlais avec des gens, j'étais toujours angoissé de ce qu'ils pensaient de moi, de comment ils me voyaient, mais c'était très très fort. Je me réveillais le matin, c'était une boule dans le ventre tout de suite, et c'était même le cas avec mes parents et ma sœur. Donc c'est dire à quel point c'était fort, quoi. Et après, je me suis reconstruit par rapport à tout ça. Mais quelque part, ça, c'est quelque chose qui est en moi et qui parfois se réveille quand je recroise des gens de cette période ou quoi. Okay. Par exemple, là, j'ai vu qu'ils voulaient faire un 10 ans après le DUT, ou peut-être pas 10 ans, mais 8 ans après, je sais plus, le DUT retrouvailles machin. Et ça m'a fait quelque chose, je me suis dit, si j'y vais, ça se trouve, je vais complètement perdre mes moyens et je vais... Comme quand parfois je recroise des gens de cette période, je m'effondre intérieurement, j'ai des tics partout sur le visage,
je perds le contrôle de ma respiration, je me sens très inférieur. Enfin, c'est très, voilà quoi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup. Petit stress post-traumatique, quoi. Ouais, il y a un peu un truc comme ça, ouais. Ok. T'es allé en thérapie et tout ou Ouais, okay. j'ai pas mal. T'as fait? Ouais, j'ai fait, mais plus tard, et en ce moment, je suis en train de refaire et on se concentre un peu plus là-dessus, mais c'est assez récent, ça fait peut-être 2-3 mois qu'on est dessus. Mais on va plus se concentrer sur ces choses-là, alors qu'avant, c'était un peu plus sur ce qui venait de m'arriver. Okay. Et c'était après cette période où j'avais perdu ma confiance en moi, c'était une autre période un petit peu trouble. Ok. En tout cas, merci de partager ça. C'est cool parce que ça permet de te comprendre un peu mieux. Ouais. Merci de venir parler dans le micro parce que j'imagine que c'est pas forcément très évident pour toi qui est plutôt tendance à dire moi j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi, donc c'est sympa. Et le dernier truc, mais on va sans doute en reparler, c'est que tu me dis que t'as eu du mal à trouver ta place, etc. Et j'imagine que cette histoire avec Rose et Elisabeth a dû te faire aussi appuyer sur des boutons parce que t'as aussi une place à trouver de ce fait-là, comme tu l'as dit très rapidement en disant en fait elles étaient toutes les deux très fusionnelles, quoi. Oui. On va en reparler. Okay. Mais effectivement, tu me disais que ça a été un peu compliqué au départ dans votre relation avec Elisabeth parce que elle avait tendance à dater des mecs qui étaient. Rose datait des mecs. Oh putain. Elisabeth pas encore, c'est comme un peu tôt. Pourquoi? Elle a parlé de 2-3 copains, mais comme elle les date pas encore. Désolé Rose si tu m'écoutes. Ça va la faire rire, je pense. Donc ouais, tu me disais que t'avais du mal que vous aviez eu du mal avec Rose au départ parce qu'elle avait tendance à dater des mecs qui étaient, comme tu dis, plus charismatiques que toi. Oui. Et en fait, c'est quoi les boutons sur lesquels elle a pu appuyer ou sur lesquels vous avez eu des soucis, quoi? Disons que... Comment dire? Déjà, le contexte n'a pas aidé, dans le sens où je suis tombé malade 1 mois après qu'on se soit rencontrés. J'ai eu la mononucléose, la maladie du baiser. Oui, la fameuse. Voilà. Donc, je suis toujours en train de m'en remettre. Donc, ça m'a quand même beaucoup chamboulé. C'était pas simple de... Enfin, quand je passais du temps avec elle, j'étais explosé. Je savais pas pourquoi. Elle non plus. C'était très frustrant pour elle. C'était très frustrant pour moi. Donc ça aidait pas. Et en fait, elle me faisait comprendre de la plus gentille des manières que, justement, en début de relation, elle m'a dit, je sens qu'il y a quelque chose qui est différent par rapport aux autres mecs. En fait, elle est pas tombée amoureuse comme elle est tombée amoureuse des autres mecs. Vraiment, enfin, c'est pas arrivé de la même manière, quoi. Où les autres mecs, je pense qu'il y avait un côté un petit peu... impressionnant ou quelque chose comme ça que moi j'ai pas. Et donc ça fait une bonne différence. Et du coup elle m'en a parlé, j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait je me suis rendu compte en y réfléchissant que c'est quand même quelque chose que ça fait écho à quelques trucs quand même que j'ai vécu auparavant. J'ai notamment vu une fille quelques mois avant qu'on se rencontre avec Rose, où ça a pas duré ou quoi, mais je pense qu'il y a peut-être un petit lien aussi avec ces histoires, puisqu'elle me disait aussi, t'es pas comme les mecs que j'ai l'habitude de voir, et spontanément, je ressens pas d'attirance autre que physique et amicale, en fait. Il manquait le plus, quoi. Ouais. Et il manquait le côté charismatique et tout, et donc ça m'a beaucoup travaillé. Moi j'ai commencé à aller fouiller, je me suis dit c'est quoi ce truc, machin, et en fait je me suis rendu compte que je m'étais toujours mis à part de cette catégorie d'hommes que je considérais comme si je jouais pas dans la même cour. Ouais. Vraiment je me disais ça. Et en fait je me suis rendu compte que c'est comme si aujourd'hui je rentrais dans leur cour et que j'avais 10 ans de retard, quoi. C'est un peu cette impression que ça me fait, puisque je me dis, j'essaie de gagner, entre guillemets, des attributs. Alors, je vais développer plus tard, je vais pas avoir tous leurs attributs, mais il y a des choses qui sont quand même intéressantes dans ces profils-là qui pourraient vraiment me faire du bien. Avec beaucoup de retard. Et en fait, maintenant qu'on est dans la même cour, j'ai pas du tout le même regard sur eux, et j'ai un truc un peu viscéral par rapport quand je vois un mec que je me dis, oula, il pourrait attirer Rose ou quoi. Ça me fait vraiment quelque chose, alors qu'avant, petit à petit, j'étais devenu... à un moment, je ressentais plus de jalousie. Dans ma tête, je m'étais dit, j'en ai fini avec la jalousie. Bon, je pense que c'était un peu prématuré de penser ça. Et c'était selon ma situation, tout ça. Mais du coup,
c'est devenu un peu quelque chose de compliqué pour moi à gérer, et pour elle aussi. Un des trucs centraux, c'est la confiance en soi et le fait que je puisse être un pilier pour elle, sur lequel elle se repose. Quelqu'un qui sait où il va, et quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, tout ça. Bon, quand elle a vu que j'étais comptable au début, première fois qu'elle a vu mon profil, elle m'a pas swipé à droite. Hein. Ah ouais? Bah, en fait, elle avait vu... elle s'était dit, il est mignon, mais dans sa description, il est comptable. Elle se disait... c'est une profession qui attire peut-être tel type de personnalité. Et je confirme qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir tel type de... C'est pas le cas de tout le monde, mais... Personnalité plutôt introvertie, on va dire. Oui, pas forcément totalement introvertie, mais c'est des gens qui vont avoir une certaine vision un petit peu des choses, une vision du travail, un gros besoin de sécurité, notamment financière, enfin toutes ces choses-là. Je vous invite à écouter mon podcast Histoire d'argent. Ouais, c'est clair. Ah bah, j'ai écouté aussi, très intéressant. Et donc elle avait vu ça, et puis elle avait vu sur mon profil, elle avait écouté un bout d'une musique que j'avais mis, c'était du Gojira, et c'était un passage un peu costaud, et du coup elle s'était dit ok, ça va pas le faire. Mais du coup après, quand elle m'a revu... T'écoutes du Gojira, c'est du métal quoi. Ouais. Okay. Ah bah j'ai une culture très très métal. Ok. Mais après bon, maintenant j'écoute plus trop les mêmes choses, mais j'écoute toujours quand même... pas mal de métal, ça c'est un peu plus diversifié. Je suis moins puriste dans l'âme, on va dire. Ok. Mais c'est quand même quelque chose qui m'a construit, quoi. C'est très marrant parce que ça va pas avec l'image du comptable, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est exact. Mais bon, je suis tu es une bizarre, personne, voilà. non pas bizarre, juste unique. Ouais. C'est ça qui est cool. Ouais. Mais du coup, oui, première chose qu'elle m'a demandé quand elle m'a parlé, je crois que c'est le deuxième message qu'elle m'a envoyé, c'est mais t'es pas un vrai comptable, si? En mode rassure-moi. Ça veut dire quoi? Et bah du coup, moi je lui ai dit que j'étais un vrai comptable. Non, bah je lui ai dit si par vrai comptable tu entends ça, bah je suis pas trop dans... Enfin voilà quoi, je suis pas forcément ce type de personne sur ça, mais enfin je suis quand même comptable, et après j'ai essayé de lui montrer que moi ce qui me faisait vibrer dans la vie, c'était mes passions, et que j'avais fait un choix tôt, quand j'ai commencé mes études, de ne pas mettre mes passions au centre de mon projet pro. Question qui est revenue beaucoup de fois dans ma vie, qui est déjà revenue beaucoup de fois dans ma vie, mais grosso modo, je veux garder mes passions à côté. Okay. Donc c'est un choix, voilà. Et j'ai l'impression que je vais pouvoir m'épanouir dans ce métier en étant au service des autres si je deviens expert comptable et que j'ai ma propre entreprise et que j'y insuffle mes valeurs, tout ça. Ok. Voilà. D'accord. Donc, un peu compliqué comme ça au départ avec Rose. Ouais, il y a même eu un passage où pendant un jour on n'était plus trop ensemble. Ok. Où elle m'a dit non mais là je sens que ça... Bon, c'était un jour un peu compliqué émotionnellement pour elle, mais elle m'a dit grosso modo, en fait elle s'est dit je peux pas le faire tourner en bourrique plus longtemps. Là on avance dans la relation, on va vouloir passer à des steps supérieurs. La relation avec Elisabeth va changer. Donc elle s'est dit non mais là c'est trop de risques en fait, trop de risques. Et bon après on s'est vu puisque pour en parler quoi. Bon, on était parti sur le principe que c'était fini, et en parlant en fait, moi je lui ai fait comprendre que moi je préférais prendre le risque que ça soit compliqué, en tout cas pour moi quoi. Après pour elle et pour Elisabeth c'est autre chose. Mais pour moi, je préférais prendre le risque que ça soit plus dur, mais au moins pas de regret quoi, puisqu'on aura testé quoi. Okay. Mais ouais, en fait c'est comme si en fait je l'ai pas séduite comme elle a l'habitude de se faire séduire, et quand on s'est rencontrés la première fois, elle me l'a dit plus tard, elle m'a dit mais t'étais pas du tout dans la séduction. Et en fait je me suis rendu compte que non, mais que moi c'est comme ça que je faisais en fait. C'est juste on parlait, on apprenait à se connaître, et je me concentrais pas sur la faire se sentir exceptionnelle, tout rapporter à elle. Je cherchais pas à la séduire en fait. Je cherchais à être, enfin je sais pas, je cherchais rien du tout. Peut-être à s'intéresser à elle. Ouais, voilà. Moi j'étais juste super curieux de la rencontrer, et j'étais content de voir que
que ça matchait bien sur tout ça, mais pour elle, c'était pas ce qu'elle avait l'habitude de. Donc finalement, je pense que finalement, ça a fonctionné puisque elle a trouvé autre chose en fait. Elle est tombée amoureuse d'une autre manière en fait. Okay. Et pour elle, ça a été quand même assez perturbant. Et c'est toujours pas si simple que ça, puisque moi, ma confiance en moi, j'ai encore beaucoup besoin de travailler dessus. Mais c'est un des trucs justement que je veux prendre des hommes type viril, avec beaucoup d'ego, tout ça. C'est quelque chose qui peut m'apporter beaucoup, je pense, à moi, à savoir m'affirmer plus, être plus acteur dans la prise de décision, plus m'affirmer et ouais, plus m'assumer, quoi. Ok. Ce qui est un cool chemin avant 30 ans oui. à arpenter. Mais c'est sûr qu'après, c'est un chemin qui est d'autant plus compliqué qu'il faut le faire à ta façon, à ta sauce. Faut pas juste jouer le bonhomme, quoi. Tu vois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Je pense que ça va faire un peu comme ça, quoi. Il y a des fois où je vais être dans l'excès, des fois où je vais me dire, mais qu'est-ce que je fous? Et il faut juste que je me trouve par rapport à ça, quoi. Mais c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose que aujourd'hui je me dis, je veux de toute façon dans ma vie, même si on n'est plus ensemble avec elle. Mais je veux ça dans ma vie. Oui, pour toi, quoi. Oui, pour moi. Pas juste pour la séduire, elle. C'est ça. Et ça, c'est cool. Voilà. De toute façon, si c'était pas le cas, je pense que ça l'aurait pas fait. Enfin, ça aurait été un stop. Quand est-ce que tu rencontres Elisabeth, alors? Je la rencontre assez rapidement, au bout de moins d'un mois, je crois. Ok. Mais en tant qu'ami. Ok. On se voit en fin de journée, on va se manger des sushis, voilà. Ça te fait pas peur, toi, d'avoir cet enfant qui déboule dans ta vie, même si t'es en tant qu'ami, tu vois, t'es dans cette position. Surtout que je me mets à ta place, je me dis. Surtout que je me disais, en fait, cette fille, si tu te projettes un petit peu, selon comment ça se passe, ça peut devenir quelqu'un de très important dans ta vie et tu peux devenir quelqu'un de très important dans sa vie. Donc oui. Et la première fois que j'ai failli la rencontrer, je crois que ça faisait que 2 semaines qu'on était ensemble. En gros, c'était le matin, j'étais censé partir de chez elle et elle m'a dit, mais si tu veux, on va au marché avec puisque sa fille devait se lever dans les 10 minutes, quoi. Elle m'a dit, mais sinon, on va au marché ensemble et tu la rencontres maintenant. Et moi, là, à ce moment-là, j'ai un peu bugué et puis elle m'a dit, non, mais pardon, c'est peut-être un peu tôt. Mais j'ai senti que ça lui faisait quelque chose. Moi, je lui ai dit, là maintenant, c'est trop soudain. Et après, je lui en ai reparlé par message et tout, et je lui ai dit, mais maintenant je suis prêt. Mais là, c'était trop soudain, puisque pour moi, c'est pas n'importe qui, voilà. Je m'étais pas préparé. J'avais besoin d'un minimum de préparation, et du coup, j'ai rencontré la semaine suivante. Donc, je pense que ça faisait à peu près 3 semaines. Je l'ai rencontré un peu, voilà, quoi. J'étais un peu en observation, j'étais un peu en retrait, tout ça. Et puis voilà, ça s'est fait. Mais par contre, Elisabeth s'est vite rendue compte, même si j'étais officiellement son amie, c'est fou, elle s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait un truc en plus. Par exemple, à un moment, on était assis à table chez elle. Les enfants sont pas idiots. Ah ouais, non, mais j'ai trouvé ça dingue, puisque me disait, elle voit des amis garçons, et je pense pas qu'elle a agi de la même manière avec ses amis garçons. Qu'est-ce qu'elle a fait? En gros, on était à table, on était chacun d'un côté de la table avec Rose, et il y avait Elisabeth à côté, quoi. Et elle nous a regardé avec des petits yeux, elle a baissé la tête avec des petits yeux malins comme ça, elle nous a regardé tous les deux, puis elle nous a pris les mains, et puis elle nous regardait comme ça avec un petit sourire malin. Et je me disais, c'est comme si elle créait un lien en fait entre nous deux, par elle. Enfin, j'avais l'impression qu'elle avait compris qu'elle avait un rôle un peu, que j'avais peut-être un rôle particulier dans la vie de Rose. Mais après, on a gardé ce fonctionnement-là pendant 2 mois ou 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Et tu la voyais régulièrement, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, on faisait un petit peu des bouts de week-end ensemble ou des choses comme ça. Donc, mais j'étais toujours officiellement l'ami de Rose. Ouais. Et puis après, on a commencé à rencontrer un peu la famille de l'un de l'autre, un peu tranquillement, on va dire. Et c'est autour de ce moment-là que on s'est un peu rapproché publiquement, on va dire, avec Rose. Et que là, je suis passé au statut de amoureux de Rose. Amoureux de maman.
Donc c'est là où ça a un petit peu changé. Qu'est-ce qui a changé alors ? Du coup, j'étais l'amoureux de sa maman et elle était comme elle est à l'école et que les autres petits copains, ils ont des papas, elle commençait à se demander un petit peu quel était mon rôle dans tout ça et elle commençait à questionner plus ou moins directement ça et ça a fini par être la question, c'est qui mon papa ? Et je me souviens, j'étais là quand elle avait posé la question. Et ça avait pas été simple puisque au début déjà moi quand elle demandait si j'étais son papa, on disait je suis l'amoureux de Rose, enfin, que j'étais l'amoureux de Rose et ça s'arrêtait là et on se disait c'est peut-être un peu tôt, faut qu'on y réfléchisse mais pour l'instant c'est ça le statut quoi. Donc on l'a laissé dans une sorte de flou qui était pas très confortable pour elle je pense. Et à un moment elle a demandé c'est qui mon papa. Et Rose a dit, c'est toi qui décides un peu qui est ton papa ou si tu considères que quelqu'un est ton papa. Et Antoine, par exemple, si tu veux le considérer comme ton papa. Et elle a dit, je veux pas qu'Antoine soit mon papa. Ok, merde. Puisqu'en fait, après ça, on en a parlé après et j'ai compris après, mais sur le coup, ça a pas été simple puisque je me suis dit, de toute façon, c'est sa décision. Je peux pas. Et si elle me veut pas comme papa, ça sera, voilà quoi, je peux pas la forcer ou quoi. Et moi, par rapport à mon petit manque de confiance en moi, tout ça, je me disais, voilà quoi, ça a à faire là-dedans. Enfin, j'ai pas forcément des facilités à être proche d'elle maintenant plus, mais au début, c'était compliqué. Donc après, on en a reparlé. En fait, c'est aussi que les papas, ils habitent avec les mamans. Donc en fait, moi, j'habitais pas avec sa maman et elle me voyait que quelques fois dans la semaine. Et du coup, je pouvais pas être son papa par rapport à ça. Elle voulait un papa à temps plein. Bien sûr. Et donc c'est là où ça a été on peut la comprendre. Oui, totalement. 3 ans et demi, elles se disent, attends, tu es en train de me fourguer un papa 3 jours par semaine, enfin, 3 fois par semaine, là, calme-toi. C'est exactement ça. Je vais pas prendre un papa au rabais. Ça dégage. Après, j'ai essayé de lui faire comprendre, je suis pas un papa au rabais. Non, mais en tout cas, un papa, tu vois, un papa quelques jours par semaine, quoi. Oui. Ou en tout cas, quelques fois par semaine. C'est sûr que dans la tête d'une gamine, j'imagine que ça doit être un peu complexe. Ok. Oui. Donc toi, sur le moment, tu te dis, ok, ça va être compliqué. Ouais. Ça vient appuyer sur des boutons, j'ai tout un peu compliqué en plus. Ouais. Mais après, Rose m'a rassuré rapidement puisque elle m'a dit non mais je vois un peu d'où ça vient cette histoire de je veux pas que ça soit lui mon papa. Et en fait, ça a changé assez vite sans qu'on la force ou quoi. Et puis elle a commencé il y a une fois où elle m'a appelé papa et moi je lui ai pas dit oui. Puisque je savais, pour moi c'était pas je me disais il faut que ça vienne vraiment 100% d'elle. Mais elle cherchait une confirmation que je lui ai pas tout de suite donnée. Donc elle m'a appelé 2-3 fois papa et moi je lui ai montré que j'étais content, mais j'avais du mal à aller plus loin. Et du coup elle a arrêté un petit peu de le faire. Et puis quand elle a recommencé un peu naturellement à le faire, à tester, là, je lui ai un peu confirmé que oui, je pouvais être son papa en termes de... Et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai mis, moi, le terme papa dans ma bouche quand je lui parlais à elle. Okay. Quand je lui ai dit ton papa, en parlant de moi, ça fait 2 semaines, quoi. Mais c'est toujours délicat, ça fait 9 mois qu'on est ensemble, c'est très court. C'est un risque, en fait, qu'on prend. C'est vraiment un risque, mais je pense que pour que notre relation se développe bien, notre histoire de petite famille se développe bien, c'est nécessaire de pas trop se mettre de barrières et c'est des prises de risque, c'est des calculs un peu en termes de prise de risque. Mais c'est sûr que moi je veux surtout pas que, j'ai conscience que si ça le fait pas avec Rose, ça peut vraiment faire des dégâts par rapport à Elisabeth puisqu'elle aura mis une figure de papa qui sera parti. Et ça fait peur. Ça fait quand même un peu peur. Donc, t'as fait peur dans quel sens ? Ça fait peur pour elle. Moi je me dis pour moi et pour Rose, c'est une chose. C'est nous qui décidons pour notre relation, mais si moi je pars et que ça sera pas la décision d'Elisabeth, ou si Rose veut plus être avec moi et que c'est toujours pas la décision d'Elisabeth, en gros elle perdra son papa ou sa figure de papa sans l'avoir décidé. Donc quelque part... Petite pression quand même pour toi, non ? Ouais, un peu. Tranquille, hein, mais... Oui, un peu de pression, mais
mais en soi, en fait, comme je te disais au début, je suis optimiste. Moi, j'ai l'impression que je suis juste enthousiaste de voir comment ça va se passer. Et je pense que c'est des choses dont je dois avoir conscience, puisque c'est important, ça peut avoir des gros impacts, mais c'est pas pour autant que je dois me focaliser là-dessus, surtout pas. Il faut que ça reste dans un coin de ma tête, cette importance-là, mais il faut laisser faire les choses un peu naturellement. Oui, puis après, j'allais te dire, c'est pas plus, pas moins l'impression. Enfin, en y réfléchissant un peu, je me dis, c'est pas plus, pas moins l'impression que juste de faire un enfant avec quelqu'un, quoi, tu vois. Oui. Oui. Non, c'est vrai dans ce sens-là. Après, le truc où je me suis rendu compte que moi, ça me perturbait un peu par rapport à cette relation, c'est quand on devient papa ou maman et que c'est notre enfant, c'est d'un coup et c'est à vie et c'est comme ça. Quand on devient bon, là je dis papa, peut-être qu'il y en a qui diront beau papa ou quoi. Nous on a mis ce terme-là papa pour désigner ça, mais c'est progressif. Ça t'aurait arrangé de choisir un autre terme ou... Ben beau papa, moi j'ai du mal un petit peu avec. Ouais. Déjà puisque Elisabeth m'appelle papa et que ça crée une distance qui est pas forcément nécessaire, sachant que la place de père de papa est vacante. C'est comme ça qu'on voit les choses. Ok. Non, c'est intéressant. Mais j'ai perdu le fil. Ah oui. Moi, ce qui me fait un peu cogiter, c'est le fait que oui, du coup, c'est progressivement. C'est comme si ça devenait ma fille quelque part, progressivement. Et plus je m'engage, plus c'est le cas. Et en fait, si Rose décide qu'on ne sera plus ensemble nous deux, je peux quelque part perdre ma fille dans ce et c'est quelque chose de très diffus, quoi. Ça progresse avec le temps, et peut-être qu'à partir d'un moment je serai de toute façon à jamais son papa, mais il y a plein d'années entre temps, donc en fait c'est quelque chose de très voilà, quoi. C'est un peu ça fait ressentir plein de choses, quoi. C'est un peu la vie, je crois, de tous les beaux-pères et toutes les belles-mères quelque part. C'est qu'en fait, tu finis par créer une relation avec des enfants qui sont pas biologiquement les tiens, en tout cas, et que c'est sûr que quand la relation s'arrête, souvent, pas tout le temps, mais en fait souvent, les relations avec les enfants aussi s'arrêtent, et ça fait souvent bobo, quoi. Parce que toi, j'imagine qu'en tant que beau-père ou belle-mère, t'investis de l'énergie, t'investis de l'amour dans la relation, en fait, tu mets des choses, quoi. Ouais. Et c'est sûr que c'est une double perte, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça te fait un peu peur, c'est ça? Ouais, en fait, quand j'y pense, ça me fait un peu peur. Là, comme je savais qu'on allait faire le podcast, j'y ai repensé. Ouais. Mais c'est pas forcément quelque chose... c'est une chose à laquelle j'essaie de trop penser, puisque je pense que ça m'aide pas forcément à avancer de trop y penser, en fait. Je pense qu'il faut laisser les choses faire naturellement, et c'est bien ça m'a fait du bien de mettre le doigt là-dessus en me disant, j'ai une sorte de gêne sur ce côté un peu pas très comment dire, c'est pas du 100% ou du 0%, c'est un peu entre les deux, et ça va augmenter avec le temps, et c'est c'est progressif, quoi. Et ce côté-là, en fait, j'avais du mal à mettre un doigt dessus, mais c'est un côté un peu, c'est comme si plus on avance dans le temps, moins c'est un problème, mais en attendant, c'est quelque chose, qui fait que si jamais on se sépare dans 1 an avec Rose, j'aurais investi beaucoup de choses dans cette relation, comme dans toute relation, et c'est comme si j'étais devenu papa, puis que j'avais perdu ce statut. Enfin, et je trouve que là, encore une fois, dans ma vie, ça serait une leçon d'humilité, ou en tout cas, c'est une leçon d'humilité, puisque il y a quelque chose de l'ordre de l'ego qui est quand même bien titillé là-dedans, puisque si dans 1 an je sors de cette relation et que c'est pas mon choix, bah, je pense qu'au niveau ego, ça va être très dur, puisque par rapport à ce que j'ai investi, par rapport à comment je me définis, et comment les gens me voient autour de moi aussi, c'est quand même pas rien, quoi. Donc, mais bon, j'essaie de prendre les choses simplement pour l'instant, et tant que ça se passe bien et tant que ça évolue bien, je me dis autant mettre de l'énergie là-dedans, quoi. Je crois que c'est l'une des grandes leçons de la parentalité. Moi, je dis ça du haut de mes bientôt 16 ans de parentalité, de paternité, c'est que
En fait, les enfants te remettent ton ego à ta place. Ouais. Voire même t'incitent à le prendre et à vraiment réfléchir dessus et à dire en fait c'est quoi ma place à moi en tant que parent par rapport à ces êtres humains qui sont mes enfants certes mais qui en fait sont des êtres humains à part entière. Oui, oui. Et oui, en plus en début de parentalité, enfin l'enfant est très égocentré et je sais pas, moi l'humilité c'est quelque chose d'important pour moi, laisser de la parole aux autres, tout ça. Et quand l'enfant ne fait pas ça, en fait c'est normal en fait pour son âge et tout, mais parfois c'est difficile à gérer, mais ça fait aussi réfléchir sur le fait de en fait là c'est ta considération à toi, donc en fait c'est ton ego ou toi-même qui considère ça, mais là maintenant en fait l'important c'est que ça soit elle qui soit bien, c'est elle qui se construit aujourd'hui, donc si elle fonctionne comme ça, comme tous les enfants, il faut aller avec et il faut faire avec quoi, il faut accepter ça en tout cas aujourd'hui quoi. Comment t'as réussi à trouver ta place au sein de ce duo qui est devenu un trio? C'est compliqué de transformer un duo en trio souvent. Je pense que je suis toujours en train de le faire. Ok. Mais je l'ai trouvé en essayant de verbaliser un petit peu plus le rôle que j'avais. Par exemple, quand on va plus se voir pendant quelques jours, je lui dis, on se voit dans temps de dodo ou des choses comme ça, pour un petit peu lui donner une perspective. Voilà, une perspective, et puis, je sais pas, quelque chose dans la durée, quoi. Et il y a aussi tout le côté, j'essaie de faire des choses pour un petit peu décharger sa maman. Quand on est ensemble, j'essaie que ça soit aider Elisabeth pour des choses, ou m'occuper d'elle à des moments, des choses comme ça, jouer avec elle, créer de la complicité. Je pense que c'est un peu essayer j'ai l'impression d'un petit peu parfois copier Rose dans certaines choses, en essayant de les faire un peu à ma sauce, mais c'est un peu comme ça que j'essaie de rentrer dans ce rôle-là. Et puis, il y a aussi la question de l'autorité et des valeurs. Niveau valeurs, on a beaucoup de valeurs communes avec Rose, donc on s'entend quand même plutôt bien là-dessus. Niveau autorité, moi j'ai l'impression que je ferais certaines choses un peu différemment. Et c'est pas simple, puisque une maman solo, elle a toujours pris toutes les décisions. Elle a toujours, c'est sa fille, elle est tellement importante, cette personne dans sa vie. Moi, si j'essaie d'un petit peu mettre de l'autorité ou de faire des remarques ou des choses comme ça, c'est pas forcément simple pour Rose, puisque en fait, elle essaie de me laisser la place par rapport à ça. On en a beaucoup parlé, mais c'est pas forcément simple, puisque si elle considère qu'elle préfère que ça se passe comme ça, elle va plus aller dans cette direction. Et parfois, elle me dit non, mais je m'en occupe. Et moi, je lui dis, par exemple, ces situations, parfois, c'est bien que tu me laisses m'en occuper. Quelque part, je me fais la main un petit peu, un petit peu, et que surtout qu'Elisabeth voit que je suis une figure d'autorité, un petit peu, sûr. puisque si c'est aussi le rôle du papa. C'est ça, et de la maman d'ailleurs. Mais oui. Mais là, par exemple, Elisabeth, il y a des moments où elle va chercher une confirmation à tout prix de sa maman, et pas de moi. Mais je pense que c'est normal. C'est un grand classique, les enfants qui jouent entre les deux, qui essaient de monter les darons les uns contre les autres. Bon, voilà quoi. Voilà, c'est ça. Rien de nouveau. Voilà. Et du coup, c'est tout un travail à trois en fait, pour un peu me donner cette place et me donner mon rôle. Et c'est progressif, mais ça se fait quand même assez naturellement, j'ai envie de dire, même si ça prend son temps et que ça a pas été simple et que c'est toujours à des moments pas simples. C'est quoi les trucs sur lesquels tu butes, toi, en tant que beau papa / papa, tu t'appelles ça comme tu veux? Par rapport à Elisabeth ? Ouais, dans ton rôle. Ou dans le fait de trouver ta place, peut-être. Ouais. Sur quoi je bute ? Je pense que l'autorité dont je parlais là,
il y a des choses sur lesquelles je bute, puisqu'il y a des moments où je me dis, elle a un comportement, par exemple, qui moi me plaît pas et que je considère que elle évolue avec ce comportement par imitation d'autres enfants. Et moi, je considère qu'il faudrait être un peu plus ferme pour lui dire, ou lui, quand je dis ferme, c'est vraiment lui expliquer que ce comportement-là, en fait, ça n'apporte en rien. Quand elle veut demander quelque chose, elle peut le demander normalement, sans faire un caprice, quoi, par exemple. Et ça, moi, j'ai l'impression que j'ai plus envie de le faire que Rose, mais c'est peut-être puisque je vois moins Elisabeth. Mais du coup, je sais que je bloque un peu par rapport à ça. Parfois, je reste un peu mutique, puisque je sais pas. Oui, t'as du mal à trouver, à te dire est-ce que c'est le bon moment pour prendre la parole ou pas, quoi. Oui, c'est ça. Et est-ce que je dois le faire comme ça? Est-ce que ça va plaire à Rose? Vous en parlez ensemble? Oui. On en parle beaucoup et ça se fait petit à petit. On sait qu'on a tous les deux des choses à travailler là-dessus, puisque une des choses qu'elle recherche chez moi, Rose, c'est que c'est donc que je m'impose un peu. En fait, il lui faut du répondant. Et moi, j'ai plus l'habitude de m'adapter. Et je suis plus un caméléon. Et donc, j'ai envie de trouver un peu un équilibre entre les deux, quoi. Puisque m'adapter, c'est quelque chose qui fait partie de moi, mais à la fois, il faut que je puisse imposer des choses, mais alors il faut que je trouve à quel point j'impose mes idées. Et c'est pas toujours simple, notamment par rapport à Elisabeth, puisque Et puis c'est d'autant plus dur, j'ai l'impression, que tu dis que parfois elle préférait le faire à sa sauce et c'est compréhensible, et de ce fait-là, peut-être te mettre un peu de côté, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Donc c'est un équilibre. Ouais, c'est un équilibre complexe on cherche encore à trouver. Ouais. C'est quoi les trucs que tu aurais aimé savoir avant de rentrer dans cette relation avec sa maman, bien sûr, mais aussi cet enfant? Alors, par rapport à sa maman, je pense que qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Je pense que ça a pas mal attrait à justement cette histoire de définition de ce qui est un homme pour elle et ce qu'elle recherche chez un homme et ma définition d'un homme, puisque finalement je pense que je me suis beaucoup posé de questions sur qu'est-ce que c'est que d'être un homme, et j'ai beaucoup essayé de déconstruire ces choses-là. Enfin, c'est le terme classique, hein, mais finalement c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis beaucoup... je suis peut-être allé fort, quoi. Je suis allé fort, et en fait, je me suis retrouvé dans des situations où, par exemple... Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, une des choses qui fait que je ne suis pas séducteur... il y a plusieurs choses, hein. C'est que, il y a des personnes qui sont pas forcément séducteurs. Moi, j'ai pas forcément beaucoup pratiqué la séduction, puisque j'ai beaucoup été avec des filles sur des longues relations. En tout cas, la séduction, première séduction, on va dire. Et l'autre chose, c'est que j'ai trop peur de forcer la personne. J'ai vraiment une grosse peur. Même aujourd'hui, dans mon couple, je sens que ça me pose problème, quoi. Je veux pas forcer. Ça me fait trop peur de... Enfin, ce que ça peut engendrer chez la personne en face. Et quel rôle ça me donne. Je veux surtout pas tomber là-dedans. Mais vraiment surtout pas. Et du coup, quand on s'est rencontrés, moi, je sais que il y a un ou deux moments où j'ai tenté des mini-moves, vraiment à ma sauce. Imperceptible. Voilà. À son œil, c'est ça. C'est ça. Je me rapprochais un petit peu des choses comme ça. Et j'ai compris, en fait, j'ai eu l'impression que sa réponse à ces moves-là, c'était non, pas tout de suite. Et en fait, c'était pas le cas quand on en a reparlé. Par exemple, je m'étais rapproché d'elle sur le canapé, et elle s'était allongée un peu plus sur le canapé à ce moment-là. J'ai cru qu'elle s'écartait, en fait. Donc je me suis dit, ok, je vais pas, voilà, continuer à discuter. Peut-être tout simplement qu'elle était en train de dire, allonge-toi à côté de moi. Mais en fait, c'était plutôt ça. Mais moi, je l'ai pas. Puis après, elle m'a pris ma main, et puis elle a commencé à un peu me caresser la main ou quoi. Et même là, c'est quand même un gros move. Ouais, je me disais, mais là, si je l'embrasse, peut-être qu'elle est pas d'accord. Et vraiment, c'est... Et à la fois, en fait, on en a beaucoup parlé, puisque elle, c'est quelque chose qui lui plaît, la séduction.
Et elle a pas envie qu'on ait besoin de mettre des mots tout le temps sur ces choses-là. Elle a pas envie que je lui demande toujours la permission pour ci ou ça, ou ce soir-là, elle aurait préféré que je fasse les choses moi, que je sois plus acteur, enfin celui qui lance les actions. Mais je sais qu'à cette période-là, moi je me sentais pas de le faire. Et aujourd'hui, j'essaie de travailler sur ces choses-là, mais c'est difficile. C'est tellement ancré en moi, mais je pense que ça date il y a très longtemps. Mais en plus, comme j'écoutais beaucoup de podcasts style The Boys Club et tout sur ces choses-là, ça me fait encore plus. Ça m'a fait, ouais. C'est compliqué d'être un jeune mec après MeToo. Ouais, en vrai, ouais. Enfin, d'être un mec d'ailleurs. Ouais, c'est pas forcément. Moi, je me souviens que quand il y avait eu l'affaire MeToo, j'exprimais pas forcément la chose, mais je me sentais attaqué. Alors que je me disais, mais moi je suis pas comme ça, machin, enfin le classique quoi. Puis après, j'ai plus fait la part des choses après, mais il y a toujours ce truc qui est resté de faut faire vraiment attention et agir d'une certaine manière en tant que mec, c'est pas la même chose que agir de cette même manière en tant que femme. C'est un truc qui peut-être me restera toujours ça. Et le truc, c'est qu'en fait, ça, je pense que ça dépend des gens. Il faut quand même. Enfin, je sais pas, moi je me dis, j'aurais peut-être plus dû écouter un peu mon instinct à certains moments. Mais je me dis, de toute façon, quelque part, moi j'ai tellement pas envie de blesser les gens. Si c'est pas ce qu'il fallait faire, je m'arrêterai tout de suite. Et voilà, si j'essaie d'embrasser. Ah oui. Voilà. Si t'embrasses une meuf et qu'elle te dit ah bah non, pas là, ou alors qu'elle te montre qu'elle a pas envie, bah tu vas pas la forcer quoi. Oui, c'est ça. Mais moi dans ma tête, je me disais, mais si tu le fais, c'est déjà trop tard. Tu l'as fait, ça a pu la perturber. Elle va se dire non, mais ce gars en fait, il cherchait que ça depuis le début. Ou ce qui n'est pas forcément le cas en fait. Mais voilà, enfin je sais pas, je préfère être dans cet extrême là que de risquer de passer la ligne du mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que Rose elle t'incite plutôt à aller de l'autre côté quoi. Donc c'est marrant que tu l'aies rencontré à ce moment-là de ta vie quoi. Totalement. Je pense que ça me fait du bien. Puisque j'étais trop dans cet extrême là. Et que je dois plus m'écouter, plus me faire confiance sur ces choses-là. Et enfin, sur ces choses-là et sur plein d'autres choses. Mais elle m'incite beaucoup à... Ouais, elle m'incite beaucoup à plus me faire confiance, que ça soit dans ce domaine-là ou dans les domaines artistiques ou autres. Avoir plus confiance en ma légitimité et me lancer, quoi. Ok. T'as envie de faire des enfants? À toi, entre guillemets? Eh ben, c'est... Créer de façon biologique Eh ben, c'est une bonne question. Je pense que, en soi, l'envie me viendra peut-être un jour, mais j'essaie, depuis que je suis dans cette relation, d'éventualiser le fait que je n'aurai pas d'enfant biologique de moi, que c'est pas tant une évidence que ça, et que finalement ça fait partie de beaucoup de choses que on va avoir en tête dans notre vie avec les différentes étapes dans la vie, et que en gros, moi dans ma tête, je me suis rendu compte il y a quelques mois que dans ma tête, si on voulait avoir un enfant, on allait avoir un enfant. Et dans ma tête, c'était même si on n'arrive pas à en avoir normalement entre guillemets, on va pouvoir en adopter machin. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, je me suis dit mais c'est fou que t'aies eu cette croyance aussi forte jusque-là. Et ça m'a vraiment fait quelque chose. Je me suis dit en fait, voilà quoi, peut-être que t'auras pas d'enfant de toi, mais ouais, c'est une question dans notre couple, hein, puisque elle sait pas si elle voudra plus tard avoir un autre enfant. Et moi, c'est possible que j'en ai l'envie à un moment, mais c'est possible aussi que c'est pas du tout la bonne formulation, mais que je me contenterai d'être avec Rose et Elisabeth, et d'avoir Elisabeth comme fille. Mais c'est sûr que je pense que c'est un processus différent, les sentiments arrivent différemment, peut-être que je connaîtrai jamais ça, mais en fait on n'est pas obligé de tout connaître dans sa vie, et
Et c'est déjà superbe en fait qu'il y ait Elisabeth dans ma vie. Je trouve ça déjà super et je sens que plus on crée des liens, plus ça me comble en fait. Et je sens que ça a vraiment un potentiel pour mon petit bonheur personnel. Ok. Ça a vraiment un très gros potentiel et qu'il faut pas forcément que je cherche ce perfectionnisme à tout avoir dans la vie. Voilà. Cocher toutes les cases. C'est ça. Imagine Elisabeth écoute ce podcast dans 10 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? J'espère que je suis toujours là. Ouais. J'espère que j'ai fait du bon boulot et que je suis un bon papa. Et puis j'espère que je continuerai à l'être et surtout qu'elle a eu une enfance heureuse, quoi. Ouais, ça se résume à ça. C'est simple, hein, mais je pense que c'est tout simplement ça, quoi. Merci Antoine. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas je pense qu'on a pas mal fait le tour, ouais. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, c'était super. Merci à toi. À plus. Salut. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.